Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bienvenue sur le nouveau épisode de Que des numéros agiles. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, on va attaquer direct avec un super invité que j'adore, Christophe Garçonnet. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, donc en fait, je dirais que je suis un slasher en fait. J'aime à la fois aller à la montagne et à la mer, et grosso modo, j'ai un peu une double activité aujourd'hui. Je suis à la fois salarié en tant que facilitateur dans un grand groupe, et je suis également indépendant où j'accompagne des équipes à renforcer leur cohésion. D'accord, Christophe. Tu peux rappeler, c'est quoi un slasher ? Un slasher, pour moi, c'est un peu quelqu'un qui est un peu multicasquette et même slasher multi-épée. Tu vois, j'ai quelqu'un que j'ai vu, et c'est grosso modo un peu, je dirais que j'ai plusieurs cordes à plusieurs arcs. Là, t'es salarié, t'es facilitateur. C'est quoi un facilitateur ? Facilitateur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est au service du processus. C'est-à-dire qu'en fait, je craque des problèmes auxquels je ne comprends rien, et en plus, je suis payé pour ça, et en plus, les gens me disent merci. Ah là, il faut que tu détailles là. C'est quoi ? C'est des ateliers que t'animes ? C'est des ateliers, c'est ça en fait. On pourrait parler... alors, je préfère le terme d'atelier plutôt que la notion de workshop, parce que dans la société dans laquelle je travaille, quand on parle de workshop sur une journée, ils disent en fait on veut avoir 2 workshops dans la journée. Grosso modo, les gens workshop égale je travaille. Nous, on se dit que toute la journée on doit travailler. Donc c'est un atelier où toute la journée on travaille en intelligence du groupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se dit que sans un processus de travail bien élaboré, en fait, le groupe aurait du mal à travailler. Donc en fait, on va tout faire pour préparer cette journée au maximum, tout en laissant de l'émergence pour qu'à un moment donné, finalement, il se passe ce qui doit se passer, mais en tout cas, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ça peut être craquer un problème, ça peut être créer une nouvelle feuille de route. Il y a vraiment plein de sujets différents, et l'avantage du facilitateur, c'est qu'il n'a pas besoin de connaître le détail pour effectivement faciliter la discussion. D'accord. Je vois ce que tu fais parce que je fais aussi la même chose avec mon équipe. Et quand tu parles d'ateliers, c'est des ateliers de combien de personnes ? Ça peut varier ? Alors, ça peut varier. On est au minimum, on va être, on va dire, à 6-8, et on peut aller jusqu'à 230 personnes. C'est mon maximum que j'ai fait. Alors, à 230, l'intelligence ou le travail, on va dire, est un peu plus limité. Puis, en l'occurrence, c'était en distanciel à l'époque. Mais voilà, les bonnes tailles, c'est plutôt entre, on va dire, 12 et une quarantaine. Ouais, ça je le sais. C'est pour ça que je te tendais la perche. Moi, quand tu m'as dit que t'avais animé un atelier de 230 personnes, j'ai fait « Oh, le mec, c'est une machine de guerre !» Non, et c'est vraiment une convention de vente. C'est au moment où, effectivement, les vendeurs pouvaient pas tous se réunir. Et voilà, c'est comment on crée de la cohésion avec ces 230 personnes en ayant un peu d'informations descendantes, ce qui ressemble pas trop à de l'atelier, d'accord ? Mais en même temps, en essayant de voir comment, en les mettant ensemble, par petits groupes, on arrive à fabriquer des choses, d'accord ? En l'occurrence, c'était pas trop à craquer des problèmes, c'était plus à fabriquer quelque chose pour qu'il y ait une mémoire de cet atelier à 230. Ça marche, Christophe. On va attaquer direct dans le thème que je veux aborder aujourd'hui. C'est la thématique de la vulnérabilité dans une équipe. Ouais. Est-ce que ça te parle ? Est-ce qu'on y va ? Ouais, avec plaisir. Déjà, mot vulnérabilité, je sais pas, est-ce que tu peux décrire un peu ce mot ? Ouais, vulnérabilité, tu vois, là, je commence à avoir des frissons. Le souvenir que j'ai pour moi, vulnérabilité, c'est, ça peut être aussi chez l'homme.
Et je vais donner l'exemple d'une vulnérabilité de l'homme, c'est mon fils qui rentre en grande section il y a quelques années. Et il se met à pleurer quand je pars, parce que je l'accompagnais encore. Et là, la maîtresse qui dit Molo, un garçon à ton âge, ça pleure pas. Et puis j'ai eu des petites sections ce matin, personne n'a pleuré. Et puis qu'est-ce qu'elle dirait, ta maîtresse de moyenne section, si elle te voyait en grande section en train de pleurer le premier jour? Et là, je me suis arrêté et j'ai dit à mon fils, je l'ai pris, je me suis mis à sa hauteur et je lui ai dit, et tu sais, t'es un garçon et t'as le droit de pleurer. T'as une boule au ventre et c'est ok. Et reconnaître la vulnérabilité de quelqu'un, de soi-même en premier, mais souvent c'est plus facile de reconnaître la vulnérabilité de l'autre, de ses équipiers. C'est quelque chose de super important et qu'on ne nous apprend pas, nous-mêmes hommes, je dirais. Et avec le petit H de homme, toute humilité, moi j'ai vécu avec un soi fort. Et un garçon, ça pleure pas. Et ben moi, je suis partisan de dire qu'un garçon, ça a le droit de pleurer, et pas que en cachette. D'accord, Christophe. On va se dire les choses, hein. Tous les deux, on travaille dans un grand groupe du 440. Montrer sa vulnérabilité, c'est très difficile. Très difficile, mais pas impossible. Je donne un exemple récent. Je devais préparer un événement avec un gros directeur, et c'était la veille de l'événement. Et en fait, j'ai dit, là, j'ai l'impression d'avoir bossé comme un taré pour ce truc-là, et j'en ai gros sur la patate, et je vais pas arriver à vraiment bien préparer ça si je vous partage pas tout ce que j'ai sur le cœur. Et en démarrant comme ça, tout d'un coup, j'ai senti que le reste de l'équipe était à mon écoute, et j'ai pu vider mon sac, j'ai pu me purger moi-même. Dans nos ateliers, je reviendrai, en fait, souvent on demande aux gens, et c'est pas très joli le mot purge, mais on dit que des collaborateurs, une équipe de 20 personnes, elle peut bien travailler si au tout début, elle s'est purgée. D'accord? Elle a montré sa propre vulnérabilité sur le sujet qu'on lui demandait de travailler. Ben là, j'ai fait la même chose. Et c'est ok. Et ok, pendant 5 minutes, je me montre vulnérable, mais ça me permet juste, moi, de me dire, bah, si c'est des humains que j'ai en face de moi, ils vont comprendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, tu parles d'un groupe de personnes, montrer sa vulnérabilité. Pour moi, la vulnérabilité, c'est super important. Je vais dire un truc bateau, hein, mais pour moi, les équipes qui performent, c'est les équipes qui se connaissent et qui montrent leur vulnérabilité et aussi leur zone d'inconfort, leur faiblesse. Est-ce que tu as des exemples d'équipes t'accompagner de ce sens-là? Oui. En fait, j'appelle à une autre casquette quand j'accompagne des jeunes entreprises. En l'occurrence, c'est 3 cofondateurs. La vulnérabilité, elle commence finalement déjà parce que c'est facile de se dire, voilà, je montre mes faiblesses, mais avant, il y a besoin d'un cadre. Si à un moment donné, l'animateur, facilitateur, le coach, quel que soit le terme que tu donnes, en tout cas celui qui a envie de s'appuyer sur la vulnérabilité, s'il passe pas par la définition d'un cadre, ça marchera pas. Parce que les gens vont se fighter, les gens vont rigoler sur cette vulnérabilité. Et il n'y a pas plus tueur de cohésion que je montre ma vulnérabilité et la personne en face, même par son langage corporel, elle rigole. Et du coup, je me sens jugé, en fait. Et comment j'évite ça? C'est de créer un cadre, justement, pour dire ce qu'on va se dire là, en fait. J'ai envie de créer effectivement un cadre où on va pouvoir se purger ou partager, en tout cas, notre vulnérabilité. Mais merci de pas réagir. D'accord? Et sur ces cofondateurs-là, c'est super important de dire partagez, mais je vous invite à ce que personne ne réagisse. Et quand je dis de pas réagir, forcez-vous à même pas cligner des yeux, même pas à revenir en arrière, même pas froncer des sourcils, quoi que ce soit. Parce que, en fait, vous allez renvoyer un message derrière de jugement, en fait, d'interprétation, etc. Et c'est super intéressant de voir ça. Et moi, ce qui m'amuse, et ce qui m'éclate, en tout cas, plutôt, ouais, ce qui me donne de la patate, c'est de créer ce cadre avant, effectivement, cette mise en vulnérabilité. D'accord. Et moi, j'en ai vu pleurer pendant la mise en cadre. J'ai vu des gens pleurer pendant qu'on parlait du cadre sur, par exemple, on va être bienveillant et on va tous dire. Ouais, ça me parle ton sujet. Parce que là, moi, j'accompagne une équipe produit et toutes les 2 semaines, on se réunit. On essaye de partager ce qui a marché dans les 2 dernières semaines, et ce qui a pas marché, et comment on nous améliore. Et à chaque fois, on démarre pour poser le cadre. Bon là, dernièrement, je le fais moins parce que l'équipe connaît le cadre, puis j'ai plus besoin de le rappeler. Sauf quand je sens qu'il y a un sujet chaud qui va émerger. Mais ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu poses un cadre et t'invites justement les gens à être ok à sa vulnérabilité et surtout à ne pas juger. C'est ça. Et ça, tu le fais à tous tes ateliers, tu peux le faire en entretien. Quasiment. Alors en entretien, clairement quand je fais du coaching, clairement pour moi, cette pratique vient du coaching individuel.
l'avantage quand je le fais en facilitation, même vraiment en facilitation, et je vais le faire prochainement avec un comité de direction. Ils avaient déjà posé le cadre en novembre, par exemple. On va reprendre le cadre de novembre. Et comme il y avait 2 personnes qui étaient pas là en novembre, on va revenir, on va repartager en disant, tiens, en novembre, on avait posé ce cadre-là. Il était d'ailleurs posé en français, on va le faire traduire à la volée en anglais par quelqu'un qui avait co-fabriqué ça, en disant, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être enlevé ou ajouté de ce cadre-là? Et j'aime bien reprendre, tu disais que parfois tu le reprends pas, etc. J'aime bien dire, vous vous souvenez, en fait, en 4-5 éléments. La transparence, de pas prendre perso, peu importe. Et ça, c'est pas moi qui l'amène, c'est on fabrique en équipe. Mais de se dire, et aujourd'hui, en fait, on va avoir un sujet bien particulier. Est-ce que dans l'élément du cadre, il y a quelque chose en particulier qui doit être renforcé ou qui doit être ajouté? Ou est-ce que notre cadre de d'habitude suffit? D'accord, donc tu rappelles un peu le cadre et certains critères que le groupe a choisi. Et ça marche avec une équipe qui se voit tous les jours, qui se voit toujours, qui a l'habitude. Et ça marche avec des gens qui sont réunis justement dans un de tes ateliers, qui se connaissent pas forcément. Et justement, en fait, c'est ça le truc qui est super intéressant. C'est qu'en fait, ce cadre-là, ça se trouve, il va même ne servir qu'une seule fois. Parce que nous, dans nos ateliers, quand tu mets 40 personnes, c'est pas 40 personnes nécessairement d'une équipe projet. C'est à ce moment-là, on a eu besoin de plein d'acteurs différents. Peut-être que l'équipe projet, ils étaient 12. On a fait rajouter une vingtaine de personnes. Et en fait, ils se connaissent plus ou moins. Ils ont interagi plus ou moins. Mais en fait, on parle de cadre de la journée, en fait. Et c'est là où le cadre, parfois, il peut être un peu plus léger. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va purger. D'accord? Et on va se dire, finalement, les choses en disant, on veut améliorer un sujet. Ça peut être, la gestion de carrière dans un grand groupe. Qu'est-ce que les gens pensent aujourd'hui de ce sujet-là? Et on va vraiment le faire de manière anonyme. Se le purger, moi, ce que j'aime bien dans ces cas-là, c'est de passer par un petit pas de côté qui s'appelle le photolangage. Je suis un gros fan de tout ce qui est photolangage. Et de se dire, finalement, ce sujet-là, pour vous, allez, on va mettre en mode un peu, je n'y crois pas. Vous y croyez pas à ce sujet-là. Et quand vous y croyez pas, finalement, pour vous, c'est bullshit et c'est comme quoi. Et ce fameux c'est bullshit, c'est comme quoi, ce sujet-là avec des photos, vous allez chercher une petite image, vous rajoutez 2-3 mots et de manière anonyme, vous venez le coller sur un petit tableau avec tous vos mots et on prend cette température-là. Et là, tout d'un coup, le groupe se dit, je ne suis pas le seul à avoir pensé que c'était bullshit. Mais par contre, il y en a d'autres qui ont encore des photos encore plus meilleures que la mienne, avec des mots auxquels j'avais même pas osé le mettre. Oh, je sais pas qui a osé dire ça. Et on peut pas imaginer à un moment donné de se dire, OK, là, les langues se sont déliées, on a bien purgé et on sait qu'on va pouvoir tous dire. Donc, même si on n'a pas mis en place le côté transparence, on a commencé à mettre des mots. Et là, il y a une sorte de confiance, on ne sait pas qui a pu dire ça, mais on se dit, en fait, ça va être sain cette journée-là. Ouais, ça me parle. Et j'adore, je suis comme toi, je suis adepte du photolangage. Je me demande si c'est pas toi qui va embarquer cette pratique-là. Dans tous les cas, moi, je pratique souvent les photolangages en début d'atelier avec mon équipe. Parce que dans mon équipe, il y en a qui parlent, il y en a qui sont extravertis, c'est ok. Il y en a qui sont un peu plus introvertis et un peu plus timides. Et prendre la parole devant un groupe de 10 personnes, je sais que c'est dur. Et utiliser le photolangage, une image, c'est surpuissant. Parce que ils ont déjà un support, ils peuvent se servir de support justement pour mettre des mots et d'écrire à l'image. Et ça les rassure et ça leur permet justement de prendre la parole devant les personnes. Et donc, tu as des exemples de photolangage à donner à nos auditeurs? Alors moi, j'en ai 2. Je vais peut-être en acheter un 3e là récemment. Je crois que c'est sur le site Bloculus notamment. Il en a un pas mal parce que c'est par thème et j'aime bien ce petit côté-là. Je crois qu'il a 6 thèmes. Celui que j'affectionne, c'est le Dixit classique pour les enfants. Donc je détourne le jeu des enfants pour ma pratique. Tu peux rappeler c'est quoi le Dixit? En fait, normalement c'est un jeu pour enfants où tu as des cartes et tu dois dire, je sais pas moi, le bonheur. Et finalement, il y a une carte qui pourrait ressembler au bonheur et chacun doit essayer de trouver d'autres cartes qui peuvent aussi représenter le bonheur en fait, par exemple. Et donc on doit effectivement deviner finalement quelle était la carte que j'avais pu choisir représentant le bonheur. Donc faut pas être trop explicite sinon tu perds des points parce que tout le monde a deviné ta carte. Ça c'est un petit détournement en tout cas de jeu sur le Dixit. Celui que j'aime bien plus particulièrement parce que le Dixit est très imagé et donc parfois les gens qui sont un peu trop terre à terre et dans mon métier on est un peu des ingénieurs donc ça marche pas trop toujours. C'est un autre jeu qui vient des Américains qui s'appelle WeSee, qui est des photos qui ont été prises à New York qui sont plus terre à terre pour le coup. C'est très zoomé donc on sait pas toujours ce que c'est mais ça permet en tout cas de sentir qu'il y a un peu de concret et donc ça ouvre en tout cas plus l'imaginaire. Et est-ce que ces cartes-là, c'est comme Dixit? Parce que le Dixit, la particularité des cartes Dixit, c'est qu'il n'y a pas de texte. Pareil. Il y a que des images et des couleurs. C'est la même chose? Ouais. Ok.
Après, le problème du photolangage, hein, c'est que tout est dans la question. Si la question elle est mal posée, on n'en sort rien. D'accord. T'as des exemples de questions qui te viennent en tête là? Alors, une question, en tout cas, moi, là où par exemple je vais utiliser du oui-si, c'est quand je vais aller chercher en tout cas des ressources, de se dire finalement en fait, pour réussir, vous auriez besoin de quoi en fait, et ce quoi-là, ça ressemble à quoi. D'accord. Revenons sur la vulnérabilité. Hein. Je sais pas si t'as des choses qu'on a loupées, qu'on n'a pas détaillées. Ouais, il y a un super truc moi la vulnérabilité pour moi, ça doit commencer par montrer l'exemple. Et en tant que facilitateur, je démarre rarement une première séance en disant, l'introduction, c'est quand c'est moi qui fais l'intro, de dire je suis ravi d'être là, j'ai peut-être mal dormi ou quoi que ce soit, et souvent je leur dis, je dors que 3-4 heures avant un événement, parce que voilà, mon cerveau il mouline à 100 à l'heure. Et rien que ça, tout d'un coup, ça montre que même en ayant mal dormi, je peux quand même un peu avoir la patate le matin. Et en même temps, si j'ai la boule au ventre ou si je suis stressé parce que je comprends rien de leur sujet, mais c'est un peu le métier, et en même temps, ça va pas m'empêcher de leur poser des questions, peut-être parfois un peu stupides. Ça me permet juste de m'abaisser. Donc, je suis dans une posture basse, vulnérabilité. Finalement, si je fais ce métier-là aussi, c'est parce que la posture haute, c'est pas nécessairement ce qui me fait kiffer. Mais de démarrer, en tout cas, comme ça permet justement après de créer un peu, je suis pas mal sur le ton de la dérision et de l'humour, mais en disant, voilà, je suis pas un expert. Là, je te parlais dans une équipe, des personnes qui se voient tous les jours, qui sont obligées de se voir. Donc forcément, comme tu l'as dit, tu proposes un cadre, ça passe. Moi, j'irais même plus loin et je fais dédicace à mon manager. C'est difficile quand t'es manager et que t'es un peu plus loin des équipes de montrer ta vulnérabilité. Hein. Est-ce que ça te parle? Est-ce que t'as déjà rencontré ça? Hein. Des managers qui voulaient pas montrer leur vulnérabilité, ou au contraire des managers qui ont réussi à la montrer? Soit qui ont pas réussi à la montrer, soit ça se vient pas naturellement en fait. Pour eux, c'est impensable. Je suis manager, comme tu dis, je dois montrer exemple, mais je dois montrer exemple dans le sens où j'ai la carapace, j'ai une armure, je fais bouclier pour l'équipe. Malheureusement, il y a que ça. Malheureusement, il y a que ça. Il y a que des managers quasiment qui ont la carapace et qui ont peut-être été formés à tort à ne pas montrer leur vulnérabilité. Surtout s'ils ont été formés par ma belle-mère qui dit montrez pas votre vulnérabilité, sinon vous allez vous faire écraser. Si on est formé avec effectivement cet état d'esprit-là, ça fait des managers qui sont pas humains. Et j'en ai eu très peu dans ma carrière, parce que j'ai quand même fait pas mal de grosses boîtes. Et dans certaines boîtes, on changeait de manager quasiment tous les 16 mois. Et j'en ai eu rarement, effectivement, qui montraient leur vulnérabilité. Je peux les compter sur les doigts d'une main. Ah, j'ai de la chance alors. J'envoie la pommade. Oh, c'est bon, hein, les entretiens annuels sont déjà passés, donc ça ira. Et mon bonus a déjà été signé, t'inquiète pas. Exactement. Justement, ces managers qui n'ont pas l'habitude d'être vulnérables, t'en as déjà accompagné un peu J'ai pas eu l'occasion. C'est pas ma cible d'accompagnement. Et en même temps, là, tu vois, j'ai peut-être un client en coaching qui est un dirigeant d'entreprise qui a justement une carapace et qui est en train de se dire, est-ce que sa carapace-là, elle est pas un peu trop dure et elle le rigidifie pas un peu trop dans ses relations avec les autres? J'ai pas signé encore, donc je peux pas dire. Peut-être qu'en parlant là, il va me rappeler aujourd'hui. Il était censé m'appeler avant la fin de la semaine. Donc on va dire qu'il va m'appeler ou que c'était peut-être pas le bon moment pour lui. Et du coup, j'en ferai peut-être un article LinkedIn. Si j'ai pas le business avec lui, j'en ferai un petit article, ce qui me permettra peut-être d'avoir d'autres clients qui auraient peut-être cette problématique-là. En tant que chef d'entreprise, de se dire, est-ce que j'ai le droit de... Moi, je coach l'équipe produit, hein. Je coach les devs. Je coach aussi de temps en temps mon manager. Et à chaque fois, mon astuce, ça, c'est que je reste factuel et je lui présente des choses factuelles et je l'invite justement à aller sur le terrain pour confronter ce que je raconte, pour qu'il se rende compte lui-même et que même lui, s'il a des blocages, des contraintes, moi je suis au courant, donc je le vois souvent. Le reste de l'équipe le voit pas forcément. Et ouais, c'est important de faire tomber la carapace parce que déjà tu montres, comme tu dis, tu montres l'exemple. Donc une équipe, quand il voit quelqu'un qui mouille le maillot pour eux et qui montre aussi qu'il a des difficultés et qui fait aussi bouclier, c'est important pour embarquer les gens. Et ce que tu fais, Christophe, est important parce que moi j'ai déjà vu des managers qui, ils étaient en montant dans l'organisation, finalement, ils se sont déconnectés de leurs anciens collègues. Et tout d'un coup, ils avaient plus quelqu'un à qui ils pouvaient parler franchement. Avant, c'était leur collègue. Tout d'un coup, c'est devenu leur N-1. Et ce regard-là, sans juger, t'appelles ça effectivement du coaching
Là, pour le coup, c'est plus du coaching. Sinon, on aurait pu dire du Harvard Business School, il parlait de managing upward. Quand tu manages ton propre manager, ça s'appelle effectivement manager vers le haut. Mais là, pour le coup, c'est plus du coaching, à savoir, mais est-ce que je peux être ta planche de résonance pour te parler vrai? Moi, ce que je dis à mes clients cofondateurs, c'est si vous cherchez un ami, c'est pas moi. Moi, je vais être cash. Mais si vous venez me payer, en fait, c'est pour vous dire la quatre vérités, ce que peut-être vos équipiers, effectivement, ne vous disent pas, en fait. Donc, si vous cherchez un meilleur ami, allez ailleurs, en fait. Moi, je suis pas là pour faire du récurrent avec vous. Je vais vous avoir une fois, je vais vous parler vrai. Vous allez vous en souvenir. Et effectivement, vous allez peut-être pas revenir vers moi, en tout cas pas sur cette problématique-là, parce que vous serez autonome. Et ce que tu fais, Christophe, c'est pas mal avec ton manager, parce que aussi faut-il que le manager il accepte et que tu aies aussi posé ce cadre en disant confidentialité, etc. Parce que on n'a peut-être pas envie. Le manager, il veut peut-être effectivement être vulnérable auprès d'une personne, parce que tu as créé cette confiance. Et c'est une notion de confiance cadre finalement. Et c'est pour ça qu'il accepte, parce qu'il sait aussi que tu vas pas lui faire défaut et que tu vas pas vendre la mèche. Non, c'est ça, c'est sur le long terme en fait. C'est sur le long terme. Au départ, bien sûr, c'est difficile, hein, mais sur le long terme, avec le temps, on se teste, tu vois. Il me teste, je le teste. Avec mon équipe, on est pareil. Et au final, on montre nos points faibles, et c'est ok. Moi, ça me fait penser à ce que disait mon manager, c'est la confiance. Tu crées de la confiance. Or, la confiance, ça s'achète pas sur une boutique en ligne. Votre meilleure boutique en ligne, il y a un début où en fait on doit donner de la confiance, un minimum, et voir si elle est cassée ou pas. Et après finalement c'est des preuves de confiance. C'est un peu comme l'amour, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. C'est pareil, c'est des preuves de confiance. Ouais, moi ce que j'aime bien chez les jeunes que j'accompagne dans mon équipe, c'est des développeurs, ils sont assez jeunes. Comme j'ai pu mettre un cadre où ils peuvent un peu débattre et justement être vulnérables, il y a certains devs, ils montrent qu'ils sont pas à l'aise sur certaines choses. Par exemple, mettre en production la version finale des développements qu'on a fait pendant 2 semaines. Et donc, ils demandent de l'aide. Ils demandent de l'aide, et quand le jour, c'est leur jour pour mettre en prod les choses, parce qu'on fait tourner, on veut pas qu'une seule personne fasse toujours la même chose. On fait tourner, et comme ils sont pas à l'aise, on s'est dit les choses et ils l'ont dit au groupe. Et ça fait qu'ils le font à deux. Ça s'appelle un peu ce qu'on appelle du pair programming, en pair, où ils sont à deux. Il y en a un qui observe, qui est derrière, et l'autre qui fait la mise en prod. Et c'est ok, hein. Et ça, je trouve ça surpuissant, en fait. Parce qu'on arrive à un moment donné où c'est ok de faire 2 personnes sur une tâche. Parce que dans nos entreprises, on se dit toujours, on a le budget pour une personne faire une tâche. Mais c'est surpuissant d'avoir 2 personnes pour faire la même tâche, pour faire monter en compétence la personne qui est moins à l'aise sur un sujet. Et c'est ok. Et quand il y aura une nouvelle personne qui va arriver, ça va l'embarquer et ça va faire caisse de résonance. Donc ouais, voilà pour la vulnérabilité sur quoi je voulais partir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Ouais, je raisonne là-dessus sur cette notion d'entraide. Pour moi, en fait, il n'y a pas de vulnérabilité sans entraide. C'est exactement ce que tu viens de dire, Christophe. Moi, ce qui a révolutionné mon quotidien, c'est depuis 3 ans où je suis facilitateur, on ne facilite que en duo, que en binôme. Avant, j'étais payé pour mon expertise, et quand je me plantais, je ne pouvais dire que c'était que de ma faute, on va dire. Et du coup, ça me mettait une méga pression. D'accord ? Il y a vraiment le côté encore soi fort qui doit être là, perfectionniste, etc. Quand tout d'un coup tu travailles à deux avec des planches de résonance, tu crées une confiance, mais c'est juste, je ne pourrais plus limite retravailler que seul. Et même quand je vends une prestation où je suis seul, j'ai une petite voix derrière et forcément des experts derrière qui m'aident pour être en planche de résonance, pour être dans ce duo-là en fait. C'est devenu chez moi une culture du même co-design. On co-design des ateliers à deux. Et le jour J, parfois on n'est que seul, parce que si t'as que 10 personnes, peut-être être à 2 pour 10 personnes, on peut se dire, et donc les mecs ils investissent un peu beaucoup. Et en même temps, la deuxième personne, parfois même à 12, elle est là, mais elle est en arrière. On appelle ça de la back facilitation. Il est en arrière, mais prêt à survenir à tout moment. J'ai une baisse de morale, elle va le sentir. La personne va le sentir et elle est capable de reprendre le devant de la scène parce qu'elle sait exactement ce qu'on va faire. Et ça, c'est d'une beauté juste phénoménale, en fait. Moi, je pourrais plus me passer de bosser en duo, en fait. Et parce que tu as créé cette entraide, grâce à cette entraide, et pour moi, sur la vulnérabilité, c'est aussi, tu as été empathique, c'est-à-dire que tu sais les forces aussi de l'autre. Donc pour moi, la vulnérabilité, elle vient sur cette fameuse empathie. Et une question que j'adore, je terminerai sur ça en tout cas, sur le fameux comment ça va. Je peux pas animer un atelier si je sais pas le matin, avec mon fameux partenaire de facilitation, comment il va. Et c'est un vrai comment ça va.
Et le comment ça va, des fois, il y a 20 secondes de silence avant que la personne puisse émettre un mot. Et là, tu sens qu'il peut y avoir quelque chose ou pas. Ouais. En fait, ouais, c'est la question la plus simple du monde. Et pourtant, c'est la plus puissante, en fait. C'est toujours pareil, hein. Les choses les plus simples, c'est les choses les plus puissantes. Et je vais te raconter un truc sur cette question-là du comment ça va. L'histoire date d'à peu près il y a 15 ans, je pense. C'est un grand groupe américain. Je devais faire des réunions toutes les semaines d'une petite demi-heure sur un statut d'un outil informatique à déployer, un outil RH. Et là, j'avais Hank que j'appelle. Donc, c'était qu'une call à deux. À l'époque, on n'était que sur des ponts téléphoniques. Hein. Donc, on n'avait pas de visio. J'étais uniquement sur l'auditif. Et mon fameux comment ça va, classique. Sauf que là, au bout de 15 secondes, il se passe toujours rien. Au bout de 20 secondes, il y a des petits bruits bizarres, mais c'est pas de la voix. Et là, du coup, je me dis qu'il y a quelque chose. Et en creusant, en fait, avec un autre comment ça va, sous une autre forme, la personne se met à partir en larmes. Elle est à peu près à 800 km, elle est aux Pays-Bas. Toi, tu es sur un point statut d'avancement super pragmatique et t'en as 4 d'affilée à faire. Donc, tu dois les enchaîner. Et là, tu décides, en fait, de dire, c'est pas grave, j'ignore. Elle pleure, mais bon, il faut quand même que je fasse mon statut d'avancement quand même. Hein, il me reste 50 minutes. Hein. Ou alors, t'ajustes. Et je pense qu'à ce jour-là, je me suis dit, en fait, j'ai ajusté, en fait. Et j'ai passé 1 heure à comprendre. Et en l'occurrence, elle était enceinte, la petite histoire. Son fils, on savait pas s'il allait pas avoir des malformations génétiques. Et elle avait besoin de se poser la question en disant, elle le garde ou elle le garde pas. Et tu peux pas rester indifférent à ça. Non, tu peux pas. Hein. Et en conséquence, là, elle cherchait plutôt du réconfort, du conseil ou du réconfort? Elle cherchait de l'écoute. Okay. Elle cherchait aucun conseil, etc. Et en fait, moi, je n'étais pas à lui donner un conseil. Je l'ai invité. Et c'est marrant parce que tu vois, de ce que tu me dis là, moi, ça fait partie aussi maintenant de... Je donne rarement des conseils. Même j'en donne pas. Parce que personne suit tes conseils. Je l'ai invité à dire, finalement, est-ce que tu pourrais savoir si vivre avec un enfant handicapé, c'est jouable ou pas? Est-ce qu'il y a une association de parents qui, au quotidien, ont des enfants handicapés? C'est quoi leur vie? Est-ce qu'ils sont à mi-temps? Est-ce que c'est seulement un 4/5e? Comment j'accompagne un enfant handicapé? Ça ressemble à quoi? Pour savoir si tu serais capable de supporter cette charge. Je sais pas si elle l'a fait, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle a décidé de garder l'enfant. Au final, son enfant n'était pas handicapé. Et en tout cas, moi, ça m'a fait une belle leçon de vie sur ce comment ça va. Eh bien, ça donne envie de travailler avec toi. Ok, Christophe, on va clôturer le podcast sur ça. C'était génial. J'ai l'habitude de clôturer le podcast avec des questions un peu plus personnelles. C'est ok si c'est chaud à répondre, mais généralement, je ne coince jamais les gens. Donc, Christophe, si une journée faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Rien, je respirerais. Parce que je pense que je respire pas assez. Et j'ai un gourou qui est ma fille, qui est capable de faire 3 heures sans rien faire en respirant. Je pense que prendre conscience de respirer, je pense que si j'avais 1 heure de plus, je prendrais conscience que je respire 1 heure de plus. D'accord. Intéressant, tu m'as déstabilisé là. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on donne souvent et t'es pas d'accord en fait? J'ai un défaut, c'est que j'arrive de moins en moins à juger en fait ce qu'on me donne. Donc en fait, je serais incapable de répondre à ta question. Et c'est un gros défaut que j'ai. Ok. C'est qu'en fait, j'arrive quasiment plus à juger en fait. Et t'as pas toujours été comme ça? Ah non. Comment ça se fait? Comment t'as développé ça? En se disant que finalement, mon jugement, il venait de ma propre histoire et qu'elle était sûrement pas partagée avec la personne qui venait de partager ça. Et que ce qui appartient à l'autre, ça m'appartient peut-être pas. Et si je veux que ça m'appartienne, est-ce que j'ai le droit de lui voler ou est-ce que j'ai le droit d'aller creuser avec quel angle de vue elle a amené ça en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur dans la vie? La mort, mais de moins en moins. J'ai appris qu'il y avait des ateliers philo sur la mort, genre je crois qu'ils appellent ça des apéros qui tuent. Et peut-être le fait de me dire, est-ce que j'aurai le temps de laisser une empreinte assez forte auprès de ceux au minimum que j'aime. Et les gens qui t'aiment, ils disent quoi de ta plus grosse qualité? Patience, sauf avec les machines. Comme mon ordinateur n'arrive pas à démarrer assez vite, je suis impatient avec les ordinateurs, avec les machines. Je comprends pas. C'est quoi ta plus grosse addiction? Le partage. Est-ce que tu peux détailler, Christophe? Ouais, je pense que cette addiction-là, c'est une de mes valeurs en fait. Je pense m'être construit sur le fait que j'avais pas l'espace quand j'ai grandi de donner mon avis.
Et quand soudain on me l'a donné, notamment dans le cadre professionnel, et que j'ai vu tout l'avantage que ça avait de waouh, de partager ça, en fait, je suis un boulimique de partager tout ce que j'ai. C'est comme si j'avais acquis énormément de connaissances, et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est j'ai envie de partager tout ça. La manière dont je l'ai digéré, la manière dont peut-être d'autres connaissances que je n'ai pas pourraient résonner avec les miennes. Et ça en est devenu ma valeur principale. Et maintenant, j'arrive à même partager sans même attendre rien en retour. Et le simple fait de partager, même si les gens disent pas merci, ça me satisfait parce que je me suis dit, au moins, voilà, j'ai pu donner quelque chose. Si tu devais faire un autre métier, tu penserais à quoi? Prof. Professeur de quoi? Une matière... Professeur de quoi? Professeur de la vie. Je pense qu'on nous apprend pas assez à accepter cette vie. Justement, professeur de n'ayez pas peur de mourir, tu vois, un peu en contradiction avec ma propre peur. Se dire finalement, professeur de, moi, on m'a dit... est-ce que vous savez élever des enfants? Je dis, je suis désolé, j'ai jamais eu un cours pour savoir élever des enfants, donc soit j'ai séché un truc auquel je savais pas. Et je sais qu'il y a une boîte, ça s'appelle, je crois, School of Life ou un truc comme ça. Mais grosso modo, c'est finalement, prof de la vie. Ça aurait pu être mon autre métier. Est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent de dormir? Tu l'as dit un peu pendant le podcast, mais... Ouais, un atelier le lendemain. En fait, mais c'est parce que j'ai la patate. C'est comme si le lendemain, je vais monter sur scène. Donc c'est... Mais hormis ça, non. Je suis plutôt serein. Je suis pas quelqu'un de zen. Je parais pas zen, en tout cas. Mais non. Mis à part le prochain atelier de demain... Ok. Je vais terminer par 2 questions. Il y a le feu dans ta boîte. Tu sauves qui en premier? Ceux qui sont prêts à quitter leur réunion. Magnifique. Et pour finir, un sujet qui va te parler. T'en penses quoi de la semaine de 4 jours? Je la fais déjà. Sauf que en fait, je suis payé déjà à 80%. Et que finalement, je suis peut-être avant-gardiste et que dans pas longtemps, on me dira, au fait, Christophe, on t'a augmenté de 20% parce que maintenant, voilà, c'est devenu une normalité. Donc, je suis peut-être un peu en avance sur mon temps. Je trouve ça super bien, en fait. Vous pouvez pas imaginer quand je reviens le lundi, en fait, la patate que j'envoie, en fait, au collectif. Et je pense que c'est bien et que ça va arriver, mais il y a juste encore quelques états d'esprit à changer dans l'esprit des gens. C'est toi qui l'as demandé C'est moi qui l'ai demandé. Ouais. Et je l'avais déjà testé quand j'ai eu mon premier enfant. Sauf que je l'avais le mercredi. Et en fait, je bossais quand même le mercredi. Parce que ma fille dormait, bien sûr, le mercredi. Je me suis aperçu que les enfants, ça dormait beaucoup. Donc, c'était un mauvais plan. Le fait de l'avoir avec des enfants plus grands et de l'avoir un vendredi, c'est vraiment pas pareil. Et tu fais quoi alors le vendredi Eh ben, tu vois, je suis dans des locaux. Je suis pas en télétravail. Je suis vraiment avec ma casquette d'entrepreneur et de coach en cohésion d'équipe. À prendre du temps pour moi, à respirer, à me dire parfois, merde, putain, j'ai pas de clients. Eh ben, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça te fait? Et c'est ok. Je suis pas du genre à mettre, je suis à $10,000 par mois, etc. Ouais, c'est pas facile. Et en même temps, qu'est-ce que ça m'apprend? Quand t'as demandé à passer à la semaine de 4 jours, ça a été difficile? Super difficile. À demander, à négocier? Super difficile, mais pas vis-à-vis de mon employeur, vis-à-vis de moi-même. Ma première peur, c'était en fait, ma femme va jamais accepter. Ça va péter le budget du couple, etc., de la famille. Et en fait, ça a été ma meilleure alliée, en fait. Mais c'était des peurs. Je me suis auto-coaché là-dessus. On a un petit outil qu'on a développé avec que j'ai adoré, en fait, qui m'a permis de m'auto-coacher. Parce qu'un coach, ça prend plutôt normalement un autre coach pour régler ses problèmes. Et avec aussi de l'intelligence d'un groupe, en fait, j'ai réussi à faire casser ces croyances-là. Et à oser demander à mon épouse pour ensuite demander à mon employeur qui a dit, mais bien sûr. Tu sais ce que j'aime bien dire à mon équipe. Si tu ne demandes pas, la réponse est toujours non. Exactement. Et en même temps, le non, après, en vente, c'est génial. Un vendeur, il devrait aller chercher que des noms. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a un non que tout d'un coup, tout est possible. C'est une question, tu vois, que j'ai en tête, c'est que doit-il se passer pour que quelque chose se réalise? Et c'était vraiment mon état d'esprit avec le 4/5e. Que doit-il se passer maintenant que j'ai le go de ma femme vis-à-vis de mon employeur? C'est que doit-il se passer maintenant pour que je puisse bosser 4 jours? Et la question, je l'adore parce que doit-il se passer? C'est moi, je peux faire quelque chose. La personne que j'ai en face de moi peut faire quelque chose, ou alors c'est le manager qui peut faire quelque chose, c'est la RH, c'est je sais pas qui. Je nomme personne. Je fais appel à la systémique et en disant, dites-moi ce qui doit se passer. C'est quoi la systémique? Tu peux expliquer? Grosso modo, c'est de se dire que il y a un écosystème, il y a un tout, et que j'ai pas besoin de dire que c'est de ma faute ou moi je dois avoir quelque chose. Je sais que je vais bouger certains éléments et que je dois être sensible à le fait de dire si moi je fais un petit pas,
il peut y avoir quelque chose qui bouge dans le système. Le simple fait de montrer quelque chose, de montrer ma vulnérabilité, fait que bizarrement, il y a peut-être des personnes en off qui vont partager leur vulnérabilité. Ça, c'est de la systémique, en fait. C'est que tout d'un coup, on pourrait appeler ça l'effet colibri. Eh bien, Christophe, on en a parlé avant le podcast. J'avais un peu peur de ce podcast parce que je savais pas si j'allais te conduire là où je voulais te conduire. D'ailleurs, j'ai eu des blancs, donc ce sera coupé au montage, mais j'ai eu des blancs. Et waouh, tu m'as pris au trip là. Tu m'as pris au trip et j'espère que les auditeurs seront contents du résultat. Merci à toi, Christophe. Merci à toi, Christophe, d'avoir montré ta vulnérabilité dès le début, en fait. Lequel il est trop fort. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Christophe, si on veut discuter avec toi ou travailler avec toi? Eh ben, écoute, sur LinkedIn, en fait, tout simplement. Et puis, je suis super accessible comme garçon, surtout le vendredi. Je peux partager un bureau, j'ai un petit 12 mètres carrés et avec plaisir même de recevoir des gens en physique pour même échanger un verre sans aucun engagement. En fait, je prends maniaque de l'énergie des autres. Et donc, en fait, moi, ce qui me donne de la patate, c'est de rencontrer les autres. Pour un introverti, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, je suis parti de la même équipe que toi, mais on arme la révolte. Merci Christophe. Ciao. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.